Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Une économie un peu plus fragilisée par des failles dans les systèmes de contrôle et de gouvernance. Et parmi les fléaux qui minent cette économie, on trouve en pole position le phénomène de blanchiment de capitaux. Quel impact réel sur nos économies locales? Quelles en sont les principales causes? Quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux? Et surtout, comment nos États s'organisent pour faire face à cette situation? On ouvre le débat avec nos invités du jour. Moutiou Adjibinourou, vous êtes journaliste économique et financier chez Agence Ecofin. Merci d'être avec nous. Merci Stéphane. Et avec nous sur ce plateau, Madame Parma Désiré Bagro, vous êtes expert dans le domaine de la lutte contre la délinquance financière avec une expertise dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et vous êtes associé chez G2RC. Merci d'être avec nous. Merci Stéphane. Alors, avant d'entrer dans ce sujet, G2RC, c'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on va comprendre? G2RC, c'est Global Governance Risk and Compliance. C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement des institutions financières et des institutions publiques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre la corruption, entre autres. Alors, quand on parle de blanchiment de capitaux, pour nous, en tout cas, c'est un terme assez générique, un terme bateau. Qu'est-ce qu'on doit entendre par blanchiment de capitaux? Alors, le blanchiment de capitaux, c'est le fait de prendre des fonds ou des produits issus d'activités illégales pour les réinjecter dans l'économie normale, l'économie légitime, afin de masquer la provenance de ces fonds-là. Donc, ça renvoie à l'idée de rendre propre, donc blanchir de l'argent sale, donc de l'argent issu d'activités illégales. Et sur le terrain, comment est-ce qu'on fait pour savoir que telle initiative, telle infrastructure est faite à partir des fonds illicites, c'est du blanchiment de capitaux? Vous qui êtes journaliste, comment en ce moment-là vous investissez le terrain pour dénicher toutes ces informations? Merci Stéphane. Alors, la première arme des journalistes pour, je dirais, dénicher les filons de blanchiment de capitaux, c'est généralement le journalisme d'investigation. Et aujourd'hui, il y a une coopération internationale qui s'est développée entre les journalistes, peu importe leur pays, pour collaborer dans les investigations qui sont faites pour retrouver les circuits de blanchiment de capitaux. Et il faut avouer que, en tant que journaliste, ce ne sont pas des initiatives qui sont prises, ou plutôt qui peuvent aboutir sans les avancées qui sont également réalisées au niveau national, au niveau international par les États. Les États ont pris des initiatives, ils ont pris des mesures pour lutter contre le blanchiment des capitaux et cela pose un peu les bases pour permettre à des journalistes, des organisations de journalisme de se baser sur ces mesures-là, sur les résultats que ces initiatives étatiques ont donné afin d'aller un peu plus loin et de dénicher les circuits de blanchiment de capitaux. Alors, vous, je me tourne vers vous, vous êtes quand même expert dans le domaine, vous avez une bonne expérience, une solide expérience au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Europe. Qu'est-ce qui peut justifier la propension de ce phénomène de blanchiment de capitaux? Et est-ce que c'est, on va dire, est-ce que l'Afrique est plus touchée par rapport aux pays européens ou c'est un peu le même cadre qui se dessine? Alors, je dirais que l'Afrique est beaucoup plus touchée parce que déjà au niveau des réglementations internationales, elles sont pour la plupart issues de l'Europe, qu'on transpose en essayant tant bien que mal de les adapter à nos réalités locales. Donc, on a un train de retard sur l'application de toutes les mesures. On est aussi fortement exposé au blanchiment de capitaux du fait de la grande part du secteur informel dans nos économies. On manipule beaucoup d'espèces et c'est justement le terreau fertile pour le blanchiment de capitaux. Alors, on manipule beaucoup d'espèces, mais dans nos États, il nous revient très souvent, on parle de ce phénomène de corruption, la malgouvernance. Est-ce que c'est un terreau fertile pour les blanchiments de capitaux ou ces deux phénomènes ne sont pas forcément liés? Alors, ce sont des phénomènes très liés parce que la corruption, c'est le fait de prendre des pots de vin pour faire ce pourquoi on est payé. Et cet argent-là, on ne peut pas le déclarer comme étant issu de la corruption, donc il faut le blanchir. Donc vous voyez, ce sont deux infractions qui se suivent très souvent. Alors la corruption est un gros facilitateur de blanchiment de capitaux en ce sens où
des personnes corrompues seront moins enclines à faire leur travail. Donc il y a une faiblesse des systèmes de contrôle et de gouvernance, un affaiblissement malheureusement des institutions, notamment judiciaires, qui fait qu'on ferme les yeux ou alors on ne contrôle pas comme on devrait le faire. Et tout ça favorise la prolifération du blanchiment de capitaux. Alors quand on parle de fermer les yeux ou pas, on aimerait savoir, quand on regarde par exemple, je vais me limiter au cadre de la Côte d'Ivoire, on a entendu un temps ces personnes qui décriaient sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de bâtiments qui poussent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les infrastructures immobilières, ça avance. Et beaucoup se plaignaient que par derrière, il y ait des relents de blanchiment de capitaux. Est-ce qu'on reste au niveau de spéculation ou en tant que journaliste, vous avez eu à investiguer et à dénicher, à voir certaines choses? Est-ce que c'est vrai ce qu'on entend souvent? Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais un peu compléter la réponse de ma co-débattrice concernant les facteurs qui favorisent le blanchiment de capitaux en Afrique. Elle a parlé de l'informel, oui, qui pèse très lourd dans nos économies, jusqu'à 65% du PIB dans certaines économies. La corruption, il y a le groupe d'action financière internationale, le GAFI, qui est l'organisme mondial chargé de lutte contre le blanchiment de capitaux, établit périodiquement ce qu'ils appellent des listes noires et listes grises de pays où le blanchiment de capitaux sont, où la lutte contre le blanchiment de capitaux n'est pas assez effective. Et sur la liste publiée en juin 2024, il y a une vingtaine de pays, dont 11 qui sont africains. Et lorsque vous regardez le classement de l'organisation Transparency International sur la corruption, sur la façon dont les États luttent contre la corruption, ces 11 pays-là, il y en a plusieurs qui se retrouvent parmi les pays les plus fortement exposés à la corruption. Je veux parler du Soudan du Sud, de la RDC, etc., qui se retrouvent dans les deux listes. Donc, il y a effectivement une corrélation entre corruption et blanchiment de capitaux. Il y a également le fait que, paradoxalement, nos systèmes financiers en Afrique sont, ne sont pas assez intégrés dans le système financier mondial. On pourrait se dire que, vu qu'ils ne sont pas assez intégrés dans le système financier mondial, cela devrait les protéger de blanchiment de capitaux qui proviennent d'autres pays. Mais paradoxalement, on se rend compte que justement parce que ces pays-là ne sont pas assez intégrés au système financier mondial, ils sont moins regardants sur l'origine des fonds qui transitent par leur banque, pour savoir si ces fonds sont licites ou pas licites. Donc, comme elle l'a dit, ma co-débattrice tout à l'heure, il y a vraiment un souci de gouvernance, tant au niveau financier qu'au niveau même des États. Il y a un souci d'application des réglementations strictes au niveau bancaire. Pour en revenir à votre question sur l'immobilier, la GAFI a identifié certains secteurs qui sont les plus susceptibles de favoriser le blanchiment de capitaux. Et parmi ces secteurs-là, il y a l'immobilier. Donc, en Côte d'Ivoire, effectivement, on a souvent entendu que certains projets immobiliers sont souvent financés par des capitaux blanchis, des capitaux illicites. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est certainement parce que lorsqu'on creuse un peu sur l'origine de ces fonds-là, on se rend compte qu'il y a un blocage quelque part. On se rend compte que, oui, ces fonds, parfois, les fonds utilisés par des individus pour lancer des projets immobiliers dépassent de loin les revenus qu'ils déclarent. Donc, effectivement, il y a ce risque-là que dans le secteur immobilier, en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays partout dans le monde, le secteur immobilier permette de blanchir des capitaux. Maintenant, est-ce qu'il y a une enquête qui a été réalisée avec des faits avérés en Côte d'Ivoire? Je n'en ai pas encore eu connaissance. Alors, quand on vous entend, est-ce que on va dire, ce genre de situation arrive parce qu'il n'y a pas de législation qui encadre cela. On parle du secteur informel, mais quand on débourse quand même certains montants pour des produits immobiliers, pour des véhicules de luxe, à la revente, est-ce qu'il n'y a pas, c'est parce que la législation n'existe pas ou il n'y a pas une forte sensibilisation qui est faite justement sur la législation? Qu'est-ce qui fait un couac à ce niveau? Alors, au niveau de la législation, elle existe. Donc, M. Moutu a parlé tout à l'heure du GAFI, qui est l'organisme international de référence qui a donné une série de standards internationaux à mettre en place. C'est en ce sens que la Côte d'Ivoire, depuis 2016, est dotée d'une loi sur le blanchiment de capitaux. Et cette loi
liste des professions qu'on dit assujetties, c'est-à-dire ces professions qui ont l'obligation de mettre en place des mécanismes de détection de tentatives de blanchiment de capitaux. Et dans ces professions-là, on a les agences immobilières, on a les intermédiaires immobiliers, on a les notaires. Donc on a toute une panoplie de métiers qui sont en première ligne. Alors pour revenir à l'immobilier, effectivement, la lutte contre le blanchiment de capitaux, elle se repose beaucoup sur la traçabilité des fonds. Donc pour être un peu plus simple, je dirais, quand une personne acquiert un terrain, il faut que la personne qui vend le terrain puisse collecter toutes les informations nécessaires à l'acquéreur, mais surtout à la provenance des fonds de cet acquéreur. Donc déjà à ce niveau, il y a un problème parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'immobilier en Côte d'Ivoire, il a explosé. On parle en millions, voire en centaines de millions. Et donc, ces professions-là ne déclarent pas toujours les fonds qu'ils perçoivent, que ce soit en espèces, comme la plupart du temps, ou même au niveau des institutions financières. Parce que les institutions financières aussi, les banques, sont en première ligne. Elles doivent signaler à chaque fois qu'il y a un certain volume d'opérations qui sont faites via leur système. Donc c'est vraiment, on va dire que la législation, elle est là. Mais le problème, c'est l'environnement dans lequel cette législation doit se déployer. Est-ce que nos organes de répression ont suffisamment de moyens pour mener les enquêtes et dénicher les cas de blanchiment? Est-ce que les professions assujetties, donc qui sont en première ligne, est-ce qu'elles coopèrent? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes pris la mesure des enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux? Donc vous voyez, c'est tout un environnement de gouvernance, de contrôle qui doit faire l'effort de se mettre au diapason de la lutte. Juste pour ajouter à ce qu'elle vient de dire, oui, comme elle l'a dit, la législation existe, mais tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la législation, si elle existe, elle est contraignante, c'est une chose, mais c'est une autre chose de l'appliquer et pour ça il faut des moyens. Et aujourd'hui les pays africains, voilà, on peut se dire qu'ils ont peut-être d'autres urgences en fait. Ils ont parfois des urgences de développement, des urgences d'améliorer le niveau de vie de leur population. Et donc généralement c'est, je dirais, ces priorités de lutte contre le blanchiment d'argent, etc. sont reléguées parfois au second plan. Et donc là, il faudrait, je pense, que la communauté internationale soit un peu plus réactive en ce qui concerne la dotation des États africains de moyens, d'outils qui coûtent des milliards de francs CFA en fait. Voilà, les doter de ces outils-là pour leur permettre en fait de concrètement lutter contre les flux financiers illicites en général et le blanchiment de capitaux en particulier. Et dans les échanges tout à l'heure, il y a un concept ou une notion qui est revenue, le concept de traçabilité des finances, des moyens. Est-ce que justement, on sait, hein, l'Afrique est présentement le théâtre de beaucoup de conflits sécuritaires par-ci par-là. Est-ce que généralement ces conflits ne sont pas suscités pour permettre d'avoir la même mise sur certaines matières premières et, on va dire, donner vie à ces blanchiments de capitaux? On a entendu en RDC récemment les diamants de sang contre lesquels le président Tshisekedi va en guerre, en tout cas pour essayer de démanteler tout ça. On a vu un peu ce qui se passe avec l'orpaillage clandestin. Est-ce que, on va dire, ces barons du blanchiment de capitaux profitent de ces activités? Ce sont eux-mêmes qui initient ça pour pouvoir avoir des fonds? Alors qu'il initie, on ne peut pas aller jusque-là, mais on peut dire que toute guerre profite au réseau criminel. Parce qu'en temps de guerre, les zones de guerre en général sont difficilement accessibles pour les institutions. L'ordre public y est très peu respecté, donc c'est le terreau justement fertile pour le blanchiment de capitaux au vu de toute l'économie de guerre qui se déploie là-bas, le trafic d'armes. Vous avez parlé des ressources naturelles, donc de diamants. En général, dans les zones de guerre, ces ressources-là sont exploitées illégalement. Et donc, le produit de ces activités illégales doit être blanchi. Et donc, c'est le terreau le plus fertile pour s'adonner à ces pratiques-là. Il faut dire qu'en zone de guerre également, on a très peu de contrôle transfrontalier. Les frontières sont très poreuses. Donc, ça permet la circulation d'argent en espèces.
sans traçabilité, sans que ce ne soit déclaré. Il faut dire aussi qu'on oublie souvent l'aspect financement du terrorisme, mais les zones de guerre sont les zones propices au financement de groupes armés, etc., du fait des trafics qui s'y déroulent. Donc on peut dire que les climats de guerre, l'instabilité politique est également une grosse aubaine pour les réseaux criminels internationaux. Pour renchérir rapidement, effectivement, aujourd'hui, lorsque vous travaillez sur la thématique de blanchiment, de lutte contre le blanchiment des capitaux, principalement en Afrique, on l'associe généralement au financement du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, on a identifié, les organismes multilatéraux ont identifié le financement du terrorisme comme l'une des sources les plus importantes de blanchiment de capitaux en Afrique. Et c'est vraiment lié à la criminalité transfrontalière qui est vraiment un fléau, principalement en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est, je dirais, très facile pour les criminels de faire passer de l'argent d'un pays à l'autre sans traçabilité. Et les pays essayent de plus en plus de lutter contre cela, mais on voit que jusque-là, ça n'a pas encore donné des résultats probants. Donc, le financement du terrorisme, la criminalité transfrontalière, les guerres dont vous parliez tout à l'heure, qui, comme l'a dit ma co-débattrice, profitent forcément à des groupes qui sont quand même financés pour acheter des armes, etc. Voilà, tout cela constitue des sources non négligeables de blanchiment de capitaux en Afrique. Et avec l'avancée des nouvelles technologies et autres, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui on a beaucoup le phénomène des crypto-monnaies. Jusque-là, on est resté sur les monnaies classiques, le financement classique. Est-ce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, ce genre de nouveaux financements en griffe qu'on n'arrive pas à maîtriser, est-ce que ce sont des nouveaux terreaux pour le blanchiment de capitaux ou là-bas, ils ont des systèmes qui leur permettent une certaine traçabilité? Alors, vous savez, effectivement, comme vous l'avez dit, les réseaux criminels aujourd'hui, ils mettent des montages de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes. Et justement, l'une des difficultés de la répression du blanchiment de capitaux, c'est que on ne dispose pas suffisamment de moyens, de technologies avancées pour suivre cette évolution. Donc, vous avez parlé de crypto-monnaie. On utilise beaucoup en Côte d'Ivoire la monnaie électronique qu'on appelle mobile money. Donc c'est maintenant qu'il y a récemment une directive de la BCAO qui est sortie sur la monnaie électronique il y a quelques années. Et donc c'est maintenant que nos autorités, nos États sont en train de se mettre un peu au diapason de ces nouvelles technologies. Donc on va dire que les criminels en griffe ont un train d'avance, mais il faut reconnaître que les États font de plus en plus d'efforts pour pouvoir malgré cette complexité, faire le travail, même si ce n'est pas encore gagné. Et quand on regarde un peu toutes ces dispositions, ces dispositifs qui sont mis en place pour essayer, un tant soit peu, de lutter contre les blanchiments de capitaux, qu'est-ce que vous pensez que nos États devraient faire dans les 10, 15, 20 prochaines années pour essayer de renforcer leur politique de lutte contre le blanchiment de capitaux, Juste avant de répondre à votre question, en ce qui concerne les crypto-monnaies, vous avez pris un excellent exemple. Il faut rappeler que lorsque les crypto-monnaies ont explosé dans le monde, en Afrique également, la première crainte des banques centrales, des États, c'était que ce soit des moyens pour les groupes armés illicites ou les groupes criminels de blanchir plus facilement leur argent. Parce que la crypto-monnaie repose sur la technologie de la blockchain, qui est vraiment un système indépendant sur lesquels on ne peut pas avoir de contrôle et qui permet à chacun de faire transiter son argent de façon sûre, en fait. Et il y a, je dirais, un débat très vif dans la communauté pour les pro-crypto-monnaies, pro-blockchain. En réalité, c'est un moyen encore plus sûr de savoir d'où vient et où va l'argent, alors que pour les banques classiques, c'est un moyen, en fait, ça empêche les autorités financières de pouvoir saisir ou bloquer des transactions qu'elles jugent illicites. Donc, il y a ce débat-là qui fait qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, la blockchain est vraiment au cœur de ce que j'appellerais le futur
de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et de plus en plus d'États se dotent de législation nationale adaptée à ces évolutions technologiques-là, mais également créer des centres d'innovation pour permettre aux futures générations en fait, de se préparer à ce qui pourrait être une révolution dans le secteur. En ce qui concerne votre question sur ce que les États devraient faire pour lutter contre le blanchiment d'argent plus efficacement, je pense, à mon humble avis, que la première chose, c'est vraiment la coopération internationale, la coopération entre les États. Parce que lorsqu'un État décide, il y a des initiatives nationales. Au Bénin, par exemple, les autorités ont mis en place en 2019 ou 2018 ce qu'ils ont appelé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, donc qui lutte non seulement contre le financement du terrorisme, mais contre le blanchiment de capitaux en toutes sortes, la cybercriminalité, etc. Et il y a des initiatives un peu partout et tout qui permettent en fait aux États d'avoir des dispositions. Mais si le problème c'est que l'argent quitte un pays pour un autre très facilement et que nous n'arrivons pas à avoir les informations de la part de ce pays frère-là, il y a un véritable problème. Donc la coopération, le partage de données est essentiel pour permettre aux pays africains, plus précisément ceux de l'UEMOA et de la CEDEAO, de véritablement lutter, avoir une action concertée contre ce fléau-là. Parce que si les criminels peuvent fuir le territoire de la Côte d'Ivoire pour se réfugier au Togo, réfugier leur argent au Togo alors que c'est la même monnaie, ça ne sert à rien. Donc je pense que c'est vraiment la coopération internationale qui décidera plus tard de l'évolution ou non de la lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique. La coopération internationale, le plan économique, on retient cela. Je me tourne vers vous, ça sera peut-être votre mot de fin en même temps, mais j'aimerais vous poser une question. Dans votre argumentaire tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur l'informel et le faible taux de bancarisation. Est-ce qu'aujourd'hui, si on arrive à élever le taux de bancarisation, ça va créer les flux seront beaucoup plus traçables et ça va un tant soit peu réduire la lutte, réduire le blanchiment de capitaux? Alors, il ne s'agit pas forcément d'élever le taux de bancarisation, mais de trouver des mécanismes adaptés au secteur informel pour remplir les objectifs donc, de traçabilité des fonds. Aujourd'hui, on a des organisations qu'on appelle communément des tontines, qui sont des organisations informelles, mais qui permettent une traçabilité de l'argent, l'identification des participants. Alors, vous avez posé tout à l'heure la question de savoir comment est-ce que nos États peuvent lutter contre ce phénomène. Je dirais, en complément de ce que M. Moutieu a dit, qu'il faut impliquer d'une part la population. Aujourd'hui, très peu de personnes savent ce qu'est le blanchiment de capitaux. Très peu de personnes sont sensibilisées à ses impacts sur notre économie et sur leur quotidien. Il faut dire que le blanchiment de capitaux, ça provoque une distorsion au niveau de l'économie, c'est-à-dire il y a une concurrence déloyale entre les entreprises qui suivent les circuits légaux et qui font tout dans les règles, et les entreprises qui sont issues de fonds blanchis parce qu'elles ont accès à des fonds d'un volume important et ont la latitude de faire plusieurs activités. Il faut dire aussi que le blanchiment de capitaux permet une perpétuation de la corruption parce que l'argent blanchi sert aussi à entretenir les réseaux de corruption et donc c'est comme un cercle vicieux de flux illicites. C'est aussi un frein à l'investissement parce qu'un pays, comme il a parlé tout à l'heure de liste du GAFI, un pays qui est réputé être à risque au niveau de blanchiment de capitaux, c'est un frein pour les investisseurs étrangers, mais aussi les investisseurs locaux parce qu'ils se disent qu'il y a une certaine déloyauté qui existe déjà sur le marché, donc on est un peu frileux à investir, ça ralentit la croissance, ça diminue la création d'emplois. Tout à l'heure, on a parlé de lien entre le blanchiment et la corruption. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a chaque année des centaines de milliards qui sont perdus dans la corruption et les détournements de fonds. Donc c'est de l'argent qui peut servir à la création d'infrastructures de base. Donc ce sont des phénomènes qui ont l'air abstraits, mais qui ont des impacts vraiment concrets sur nos quotidiens, sur le quotidien de nos populations. Donc la sensibilisation des populations, il faut que en tant que citoyen ivoirien, on puisse adhérer à tout ce qui est programme de lutte contre le blanchiment. On a parlé tout à l'heure des professions assujetties
que chacun sache qu'il a sa part à jouer, même aussi minime qu'elle soit, pour qu'on puisse assainir un peu le climat des affaires. On a parlé tout à l'heure du renforcement des capacités, bien sûr, de nos institutions, donner les moyens nécessaires, les technologies, le personnel qualifié, parce qu'il s'agit d'opérations complexes, sophistiquées. Donc, il faut des personnes formées, aguerries à la détection de ces opérations-là. Et puis, on a parlé de la corruption, bien entendu, qui est l'un des vrais phénomènes de notre pays. Voilà. En tout cas, merci en tout cas pour vos contributions. On a beaucoup appris aujourd'hui, mais nous retenons que pour renforcer en tout cas ces politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux, il faut la coopération internationale entre nos États, un partage de données, mais surtout la sensibilisation des populations, même les impliquer davantage. En tout cas, merci pour vos contributions. Le débat reste ouvert et se poursuit chez vous. C'est ici que se referme cette émission et vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.mediantv.com, agréable suite de programmes sur nos antennes.